Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du combat Charles Oliveira contre Topuria qui aura lieu le 26 juin à Las Vegas, si je ne me trompe pas. C'est ça. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu en penses de ce matchmaking? Est-ce que tu penses que Oliveira il est légitime justement à prendre ce combat contre Topuria, sachant qu'il a perdu contre Tsarukyan récemment? Ouais, non, je pense qu'il est quand même légitime. Ça peut être d'ailleurs un bon combat, même si j'ai déjà ma petite préférence et je pense qu'on va être plus ou moins d'accord dessus. On fera des Mais- pronostics à la fin, Exactement. on en parlera. Euh, Petite pause d'une minute maximum pour vous présenter l'Institut de combat et remercier le gérant Théo qui nous a donné la possibilité de pouvoir tourner la vidéo directement dans sa salle. L'Institut de combat est un club de MMA dans la région lilloise. C'est l'endroit où je m'entraîne depuis 1 an et demi maintenant. C'est un lieu de plus de 500 mètres carrés qui accompagne les débutants comme les expérimentés dans plusieurs disciplines telles que le MMA, le kickboxing et le grappling. Pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer ou se perfectionner, n'hésitez pas, c'est vraiment le meilleur endroit. Je vous recommande à 100%. Maintenant, je pense que ça peut être un beau combat, aussi avec pas mal de scramble, même si je pense que le plan d'action d'Ilia, ça va être de le terminer. D'ailleurs, c'est ce qu'il a annoncé, je pense. C'est ce qu'il a annoncé, ouais, un KO. Et il a même demandé à ses fans sur Twitter, si je ne me trompe pas, avec quelle soumission ils aimeraient le voir finir Oliveira. Donc c'est quand même un gros pari parce que soumettre Oliveira, c'est assez compliqué. Challenge. Moi, je pense qu'en soi, ça ne sera pas vraiment ce qu'il va tenter. C'est plus pour faire parler, pour faire de la hype et tout. Mais pour moi, il va vraiment vouloir le mettre KO parce que Oliveira, en soi, il a une très longue carrière. Il arrive à l'UFC à 18-19 ans. Vous imaginez, aujourd'hui, il a 35 ans, donc il a un gros palmarès derrière lui, beaucoup d'expérience. Mais à mon avis, ça peut être compliqué, surtout en termes d'encaisser les coups en fait, d'un Ilia Topuria qui était en 66, en plus qui monte en 70, donc il y aura encore plus de force. Donc voilà. Mais en termes de la légende Oliveira, pour toi, quels sont les points qui font qu'il va pouvoir réussir à s'imposer mener dans ce ce combat? combat. Alors déjà, très dangereux au sol. À savoir que c'est lui qui détient le plus grand nombre de finishes, je crois 16 finishes à son actif. Tous les finishes réunis, je crois que c'est lui qui a le record. Je suis pas sûr, faudrait Faudra vérifier. vérifier ça. Donc quelqu'un d'assez dangereux sur le sol, on sait donc, du coup ses spécialités. Après, j'aime bien aussi ses transitions avec le clinch. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de points aussi intéressants sur le striking, notamment ses kicks ou ses coudes, qui peuvent être légèrement dangereux. Je pense pas qu'il va essayer du coup d'amener le combat sur le striking. Enfin, quoique, je vois quand même peut-être potentiellement une petite guerre au début, sachant que Lilia va, je pense, chercher le coup dur. Moi, je vois. On annonce ou on annonce pas? Ouais, tu veux, on va Moi, en débattre, on va débattre. Pour moi, donc, il va pas chercher forcément les soumissions. En termes de grappling pur, je sais pas si lequel est le plus intéressant. Je pense que Ilia va favoriser plus le côté grand and pound que le terminer par une soumission, ou travailler du coup debout et chercher le coup dur, comme on l'a vu avec. T'as une petite idée d'un finish d'Ilia? d'Ilia Topuria au sol, en Non, grand debout, pound, justement. debout, bah, contre Max Holloway par exemple, ou contre Volkanovski, où il a vraiment cherché vraiment le cadrage. Il a voulu cadrer, et c'est ce qu'il attendait tout le combat pour ensuite pouvoir placer un enchaînement en anglaise de 2-3 coups, comme il sait très bien le faire, de toucher au corps pour remonter à la tête. Savoir qu'il a une très bonne gestion, enfin une très bonne notion de la distance. Euh, Ilia est très mobile au niveau du buste et il sait exactement se situer entre la hors distance pour toucher sans se faire toucher et enchaîner, comme tu le dis, avec plusieurs combinaisons. Donc il est rarement sur de la monofrappe, mais vraiment des fois rentrer, sortir, puis enchaîner 3-4 coups, même 5 frappes d'affilée pour vraiment essayer de chercher le coup dur et perturber l'adversaire au maximum. Mais ouais, moi je vois plus, du coup, si je devais mettre un pronostic du coup sur ce combat, euh, déjà je pense que c'est un combat en 5 rounds. C'est en Ouais, 5 rounds pour la exactement. Ouais, ceinture c'est la en plus, ceinture, c'est pour la exactement. ceinture. Laissée vacante par Islam Makhachev qui lui est monté monte. justement en 77. Est-ce que toi, il y a un monde où Charles Oliveira s'impose dans ce combat? Est-ce que tu le vois s'imposer? Est-ce que tu le vois gagner, que ce soit en finition, enfin en KO, en TKO ou en soumission? Instinctivement, je dirais non. Pour moi, comme j'ai dit, j'ai mon petit préféré. Je pense qu'il y a, à l'heure actuelle en tout cas, c'est l'un, si ce n'est le plus prometteur dans cette division. Même s'il monte d'une division, je pense qu'il va être très dangereux du coup dans celle-ci. Euh, je pense que la seule manière où Oliveira pourrait s'imposer, c'est du coup peut-être un travail en garde fermée, travailler sur un triangle, ce genre de choses.
Mais en tout cas, en pronostic, je lui donne pas plus de 30% de chance. Ce serait plus un 70-30. Ah ouais, 30% pour Oliveira, ok. Euh, moi, je suis à peu près du Mitigé. même avis, mais pour que la vidéo soit un peu plus animée et tout, je vais essayer de faire Exactement. l'avocat du diable pour Charles Oliveira. Oliveira, pour moi, son point faible, le plus visible pour moi, c'est son menton. Il s'est quand même fait énormément toucher. À chaque combat, il se prend des patates énormes. Et là, il va peut-être tomber sur le plus gros puncher de toute sa carrière, en vrai. Donc, c'est peut-être ça le point qui me fait le plus peur. Mais faut pas oublier l'expérience de Charles Oliveira. Il a affronté que des top players, que les meilleurs. Il a l'expérience. Il a encore faim, je pense, malgré qu'il ait fait beaucoup d'argent, malgré tout ça, qu'il ait déjà été champion. Il a encore faim, ça se voit. Et il a quand même forcément les cartes pour faire mal à Ilia Topuria. Est-ce que tu penses d'ailleurs que le fait de monter d'une catégorie, c'est un danger pour Ilia? Comment tu penses qu'il va se comporter dans cette catégorie-là? Pour, pour moi, le fait qu'il y a Topuria monte de catégorie, c'est pas un danger pour lui. Sachant qu'il cote beaucoup de ce que j'ai compris. C'est ça. En fait, je pense que Ilia Topuria il cut beaucoup et c'est pour ça qu'il est monté justement dans la catégorie supérieure parce qu'il en pouvait plus de cutter, c'était beaucoup trop dur. Et puis double champ. Et puis aussi avoir une nouvelle ceinture, exactement. Ouais. Exactement, c'est un nouveau challenge pour lui parce qu'en soi, il avait battu tous les. Le classement des featherweight à l'actif. Il manquait peut-être Evloev, mais bon, c'est pas un combat qui aurait hypé les fans et tout, donc en soi, il a eu raison de monter. Mais non, je pense qu'au contraire, on va avoir un Ilia Topuria beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et 100% débridé. c'est ça, beaucoup moins fatigué, il va beaucoup moins cutter. Après, il y a Topuria, son manager ou son coach a dit qu'en off, il était à 85 kilos. J'ai du mal à y croire honnêtement. Parce qu'il fait quelle taille? Il y a Topuria, il doit faire 1m70. Il est plus petit qu'Olivera, ça c'est sûr. Il est plus petit qu'Olivera. Oliveira, il fait 1m78, je crois, ou Mais c'est 1m75. pas forcément un danger, je pense. Il s'éclose la distance, comme Ouais. on l'a dit précédemment. Mhm. Il a une bonne notion de la distance au niveau des échanges. Et je pense que du coup, cette différence de taille, on verra du coup, on va essayer de regarder un petit peu la différence qu'il y a entre les deux combattants, mais est pas forcément significative. En tout cas, sur le combat, je pense que c'est pas quelque chose qui va mettre en danger Ilia. Savoir qu'il fonctionne beaucoup aussi en contre, beaucoup de mobilité de buste. Il met beaucoup en avant Ilia Topuria, mais je pense la même chose, mais faut que je reste dans mon rôle de mettre en avant Oliveira aussi, parce que honnêtement, je le vois pas s'imposer. Je le vois pas s'imposer, même s'il a forcément une chance de gagner. Hein. C'est pas du 0%, 100%. C'est du MMA. C'est du MMA et on parle d'un des meilleurs lightweight. Il fait partie des meilleurs lightweight de l'histoire. Oliveira, on va pas se mentir. Hein, en termes de records, il a tout battu. Il détient pas mal de records, donc forcément, il a la possibilité de gagner. Après, comment je le verrais gagner? Je le verrais gagner en soumission, honnêtement. Je pense qu'il peut soumettre Ilia Topuria, mais ça reste compliqué, hein, honnêtement. Après, c'est son domaine de prédilection. Donc, je pense qu'il va amener ce jeu-là vers une garde fermée ou une position en tout cas de maintien au sol. Parce qu'il y a aussi aime bien ramener au sol, travailler aussi dans la garde, mais lui du coup plus sur le côté corner pound. Et savoir que très grosse mobilité au niveau du dos de Oliveira, donc très agile sur le dos, c'est quelque chose qu'il aime amener le combat vers cette situation. Donc ouais, je pense que la seule possibilité, enfin le seul chemin, je pense, possible pour une victoire de la part d'Oliveira, ce serait terminer sur le dos pour toi. Du coup, moi. en triangle, entre les bras et tout. Armbar qui pourrait passer. Intéressant. Ah, franchement, c'est compliqué. Ah. En fait, ce qui est chiant avec les combats comme ça, c'est que c'est des combats qui se produisent quand un des deux combattants n'est plus dans son prime, en fait. Et ça fait chier. Et ça, je trouve ça dommage parce que Tu penses que Oliveira. ça aurait changé, du coup Oliveira à son prime vs Ilia aurait pu ouais. avoir une différence de. Ouais. Les pourcentages, ils se seraient rééquilibrés, je pense. Carrément, carrément. Parce que là, il arrive sur ses 35 ans, Oliveira. Et au-delà de l'âge, il a énormément de combats à l'UFC. Forcément, ça a dans sa carrière. Bah non. Après, et à chaque combat, il se fait drop. Hein. Il se fait toucher par Chandler, il se fait toucher par tout le monde en vrai. Il s'est fait toucher par tout le monde. Il s'est fait finir récemment, non? Je sais qu'il s'est fait finir par Islam Makhachev au sol. 2, il me semble, sur un bras-tête. Islam qui fait taper du coup Oliveira.
D'ailleurs aussi, on n'en a pas parlé, mais du coup, un combat Islam-Ilia aurait pu être super intéressant aussi. Ah Ça ouais. aurait été, ça limite, ça m'aurait plus hypé. Ça m'aurait beaucoup plus hypé aussi et je pense que ça va se faire, honnêtement. Je pense qu'il va Ouais, monter pour redescendre. ouais. Je pense que déjà, de un, il y a tout pour rien, il va jamais lâcher Makhachev. Parce qu'en fait, c'est un peu la copie de Conor contre Khabib, en fait. Tu vois? Et là, on verrait un Ilia Topuria qui serait entre guillemets le Conor et on verrait Makhachev qui serait Khabib. Et ça ferait un petit remake, ce qui pourrait redonner un peu de vie à l'UFC parce qu'on sait que l'UFC en ce moment, bah, il y a beaucoup moins de hype. Les ventes, les vues, tout a baissé. Et c'est parce qu'il y a moins de stars en fait. Toutes les stars commencent à être un peu plus âgées et ils ont du mal à créer de nouvelles stars. Et justement, Ilia Topuria est une des seules nouvelles stars de l'UFC Étant en montante, fait. ouais, qui mettent en avant à l'heure actuelle. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, non, Islam Makhachev contre Topuria, c'est possible. Ça, je pense que ça va se faire. Maintenant, on peut parler aussi de ce combat, hein. On peut parler de ce combat. Toi, tu verrais qui dans ce combat? Si je devais faire un pronostic maintenant Ouais, sur Ilya vs Makhachev, euh, là je pense du coup que Makhachev aurait plus de chances qu'Oliveira de, de ramener ce combat. Je pense qu'en fait ils ont un style qui va amener du coup forcément vite la lutte. Aussi les deux vont chercher aussi peut-être le coup dur en début de combat. Mais un style qui va vite se finir en fait sur de la gréco contre la cage et peut-être des amener au sol. ok, ok, intéressant. Ouais, moi aussi, j'aurais vu ça. J'aurais vu un Islam Makhachev en Greco qui essaye de beaucoup clinch Topuria parce que Topuria, du coup, il sera beaucoup plus petit que Makhachev. Mais je pense que Islam, non, en fait, c'est un combat compliqué. Moi, je vois, c'est possible que Topuria s'impose, mais ça reste beaucoup plus dur que contre un Oliveira, par exemple. Parce que Makhachev, en termes de lutte, il est au-dessus. En termes de conditions physiques, il est au-dessus. Parce que là, en fait, on a un Islam Makhachev qui est dans son prime, Ouais, contrairement à Oliveira qui n'est pas dans son prime. Donc, il y aurait vraiment un monde pour un Topuria écart. entre les Ouais. deux. Ouais, 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 ouais. Et est-ce que tu as vu un peu les vidéos de sa préparation? De Ilia Ouais. Topuria? Ouais, j'ai vu. Je le vois, il est très fluide, relâché, mais à la fois très intelligent sur la manière dont il s'entraîne. Il faudrait que je retrouve le nom de son coach également, sachant qu'il y a plusieurs intervenants forcément dans sa préparation. Mais en tout cas, physiquement, il a l'air de bien avoir pris. Et techniquement, très fluide, très détendu, très relâché. À savoir qu'on voit qu'il se donne les moyens, du coup, forcément, le moyen de ses ambitions. Mais une bonne prépa. Je sais pas, je n'ai pas entendu parler de sa préparation, mais de ce Et que j'ai vu, les petits reels et les petits rushs que j'ai vus, ça a l'air de très bien se passer de son côté. j'ai vu justement dans les reels qu'il fait sur les entraînements de sa prépa et tout, il travaille beaucoup les réflexes. Ouais, Et c'est, les je réflexes vois, en contre. voilà, et je vois ça sur très peu de combattants. Par exemple, il a les trucs là À la lumière. à lumière Ouais. et il joue beaucoup avec ça ou des trucs à réflexer où il lâche les Les bâtons, ba- il doit les Ça, c'est un attraper. peu à la mode en ce moment. Je vois aussi pas mal de vidéos Hmm. autour de ce sujet. En Mais mode on défi. voit qu'il travaille beaucoup ça. Mm. Même quand j'ai vu un exercice où, par exemple, dès que la balle elle touche par terre, il doit envoyer le crochet, esquive. Et dès que son coach il lâche la balle en fait. Et c'est un travail cérébral et je pense que c'est aussi ça qui fait le succès de Topuria. On en a parlé en off, mais ouais, c'est vrai que le temps de réaction, c'est quand même le temps de réaction, le timing, c'est vraiment ce qui fait la différence aussi sur le haut niveau. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui vont rentrer en compte, mais cette capacité à réagir le plus rapidement possible et à travailler du coup sur des réflexes, c'est ça aussi qui fait les KO, qui fait le coup dur, qui va toucher. Et je pense qu'il est vachement intelligent dans le style de combinaison qu'il adopte. Il sait ce qu'il fait, il sait où il vise, et il sait en plus le timing et son corps a, comment dire, a compris ses timings. Comme je le répète, il fonctionne beaucoup sur des systèmes de compte, de la mobilité, faire déclencher le partenaire pour retoucher. On voit que son taux de finish est quand même assez élevé. Il faudrait regarder aussi, ça pourrait être intéressant de voir ça, mais euh, il cherche la frappe dure. Il cherche la frappe dure et en général, quand il touche précisément et sur le bon moment. Ouais, exactement. Et on a vu justement aussi, je t'avais envoyé, je crois, en off, John Jones qui parle justement des dégâts sur le cerveau qui ralentit justement le temps de réaction. Comme quoi, John Jones, il dit qu'il faut pas faire beaucoup de sparring hard, etc. parce que ça cause des dommages sur le cerveau qui, eux, ralentissent les réflexes et le temps de réaction. Et aussi l'apprentissage. Et l'apprentissage aussi. Forcément, moins ton cerveau est performant, moins tu auras une rétention de l'information, moins tu auras la capacité d'introduire de nouveaux concepts techniques, tactiques également.
Donc plus tu prends de choc. Pareil, ça c'est un très bon sujet, mais du coup l'entraînement, comment s'entraîner de manière optimale. Donc savoir du coup, je pense qu'il faut être dans le dur à certains moments. C'est essentiel pour vraiment se rapprocher des conditions réelles. Mais maintenant, euh, il faut avoir un travail intelligent. Si on boxe que dur, sans forcément les protections adéquates, je vois il y a beaucoup même de pro fighters qui ne s'entraînent pas forcément encore avec des casques, etc. Je pense que c'est une grosse erreur de leur part et que sur le long terme, c'est un peu délétère. Ouais. C'est vrai que tu t'entraînes avec des casques, Ouais. toi, enfin avec un casque à chaque fois. Hein. Même sur les séances, parfois même techniques, savoir que ce n'est pas forcément la frappe dure qui va faire perdre le plus de neurones, mais c'est vraiment les chocs à répétition. Donc à force de prendre des petits chocs, des petits chocs, des petits chocs, en fait, c'est des mini-traumas et on a des répercussions. Et en plus de ça, un autre sujet, c'est que les combattants pros, ils sont vraiment absorbés par ce qu'ils font. Ils n'ont pas forcément à côté un apprentissage sur d'autres sujets, donc ils ne stimulent pas forcément aussi leur cerveau. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Je pense qu'en stimulant son cerveau sur d'autres sujets, même qui n'ont rien à voir forcément avec le sport, ou qui ont un lien direct avec le sport, on limite aussi la baisse de connexion nerveuse, ou en tout cas les dégâts cérébraux. Forcément, le cerveau, c'est comme un muscle. Si on le travaille, on limite les dégâts. C'est intéressant. Hein. Je t'avais aussi conseillé de commencer à jouer aux échecs, tu sais, C'est vrai. avec un timer assez court, en blitz, ça s'appelle, en 3 minutes. Moi, c'est ce que je fais. Et ça me permet aussi de vraiment faire travailler mon cerveau parce que quand tu es dans une partie d'échecs, en fait, tu mets vraiment toute ta concentration et toute ton énergie à 100% dedans. Et c'est vraiment un travail assez complexe. Et tu remarques des similitudes du coup entre les stratégies de combat que tu peux utiliser dans des situations réelles, enfin, en tout cas les schémas de réaction ou de stratégie des échecs sur directement Pas des sur sports de combat. pas sur les schémas pas sur les schémas d'échecs, mais sur la prise de décision, en fait. Parce que quand tu joues en blitz aux échecs, Comme ça, réagir vite. tu dois réagir vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc tu dois vite bouger tes pions. Ah, l'adversaire il a fait ça. Boum, je dois vite faire ça. Boum, je dois vite faire ça. Je dois analyser très rapidement. Et dans le combat, on retrouve ça aussi. Un sparring, on va dire un round, c'est 3 minutes à 5 minutes. Et c'est très court. Et on doit vite prendre l'information de l'adversaire en face. Et vite prendre l'information et la traiter et répondre en conséquence le plus rapidement Ça possible. pourrait être un test intéressant d'ailleurs de tester ça. Faire, je sais pas, un mois d'échecs et voir s'il y a vraiment des répercussions sur la manière dont on agit en sparring ou si on a plus de facilité sur la prise de décision. Même si c'est deux choses vraiment distinctes, je serais curieux de savoir si ça a vraiment un impact direct. Je pense à un impact direct. Honnêtement. Jouer aux échecs en étant enfant, ça peut augmenter jusqu'à 10 points de QI. Donc ce qui est énorme et pas négligeable. Après, quand on est grand, quand on est adulte, ça se modifie moins parce qu'on est moins modelable. Mais quand on est enfant, à partir de 5 jusqu'à 12 ans, on peut gagner des points de QI en jouant aux échecs. Donc, T'as les sources. hein? T'as les sources. J'ai pas les sources là. J'ai pas les À sources là. vérifier, à vérifier. Mais C'est sûr que ça stimule, c'est indéniable. Je me suis renseigné sur C'est ça. sûr à 100% que ça stimule le cerveau dans le bon sens. Et je pense que même travailler ça, plus on est jeune, on remarque même, pareil là, tout à l'heure, j'avais des élèves qui étaient un peu plus jeunes et on voit du coup dans la capacité à ingurgiter l'information que c'est vraiment hyper fluide. Ils intègrent rapidement les principes. Ils sont un peu plus dissipés, du coup ils ont moins le focus vraiment leur attention, je remarque qu'elle est un peu plus vacante, mais ils sont vraiment, la rétention est importante. En tout cas, vite, rapidement, ils arrivent à reproduire les trucs qu'on enseigne et tout, donc c'est vraiment intéressant. À savoir aussi, pareil, autre sujet qui a peut-être rien à voir avec le sujet initial de la vidéo, C'est pas grave. mais ouais, pareil, on parlait des dégâts, là on parle maintenant des plus jeunes, mais attention également à ça, c'est-à-dire que plus on va commencer le sport de combat tôt, plus on va faire des sparring, des hard sparring, etc., jeunes, forcément plus les dégâts vont être importants au niveau cérébral. Donc faites vraiment attention, pareil, tout ce qui est adolescent, etc., je conseille à 100% de mettre des casques d'entraînement, que ce soit les entraînements techniques ou les sparring, pour vraiment limiter du coup le risque de dégâts. On vient sur le sujet initial. On va revenir sur Islam Makhachev, Ilia Topuria parce que ça a beaucoup fait parler et les gens attendent ce combat. En soi, Ilia Topuria contre Charles Oliveira, c'est un beau combat, mais comme j'ai dit, Oliveira il est plus dans son prime et pour moi ça va être une formalité pour Ilia Topuria. Après peut-être qu'on se trompe. Hein. Carrément. Ça tombe le 26 juin, on va se réveiller, on va se dire en fait Ouais. on avait tout faux parce qu'en fait Oliveira il a quand même sur ses dernières sorties
contre Tsaroukian. Il a fait un très très beau combat. Il était à 2 doigts de soumettre Tsaroukian, qui est un top combattant encore au niveau, et même peut-être le deuxième meilleur de la catégorie. Et Tsaroukian. ensuite, ouais, Là, il est Tsaroukian. premier actuellement, non? Ouais, il est premier. Juste là, du coup, il peut pas combattre dans l'immédiat Ouais. pour des causes Ouais, assez ouais, je pense que particulières. Je pense qu'on l'UFC, dit pas tout. ils l'ont un peu mis de côté. Boycott. Ouais, ils l'ont un peu mis de côté, je pense, le Tsaroukian. Mais Oliveira, ouais, il a fait de bonnes sorties. Son dernier combat, c'est contre Chandler, si je ne me trompe pas. Et bah, il a battu à la décision aussi. C'est vrai qu'il l'a pas fini. Il l'a pas fini, parce qu'il y a eu 2 combats de Chandler, Oliveira. Un premier combat où Oliveira il a gagné par KO, au deuxième round. Et un deuxième combat. Il a pas gagné, il avait déjà une ceinture en 2022 contre Chandler, non? Une ceinture, c'est possible, ouais. Ouais, ouais. Il me semble. Ils ont fait la ceinture, ah ouais? Ouais, c'est À possible. vérifier aussi. Et il l'a battu par KO. Et là, bah, cette année ou en 2024, je sais plus, il a gagné à la décision contre Chandler. Donc, on voit qu'il reste quand même assez compétitif et qu'il n'est pas sur des défaites fracassantes. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce combat en tout cas. Mais maintenant, mouille-toi un peu sur Islam Makhachev Topuria. Qui tu vois gagner concrètement sur ce combat? Sur ce combat qui se fera peut-être pas, on ne sait Peut-être. pas. Mais Moi, qui je pense serait que très alléchant. je pense. Ça dépend s'ils engrainent la chose et tout, et vraiment qui hype le truc. Et on a vraiment beaucoup de fans qui souhaitent voir ce combat. Peut-être que ça influencera peut-être le matchmaking de l'UFC. Après, du coup, ce serait Islam qui redescend d'une catégorie pour remontrer. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses déjà à gagner dans ce combat, Islam? Montrer qu'il est vraiment le plus dominant chez le lightweight. Maintenant, il monte d'une catégorie pour quelle raison? Bah C'est parce une recherche de titre également? ouais, il a envie de défi. Ok. Hein. Il a envie de défi, il a envie d'avoir la double champ parce que Khabib, il l'a jamais fait. Donc Makhachev, il a envie d'avoir ça en plus, à mon avis. Du coup, ce serait pas. Je pense déjà que s'il accepte le combat, il faudrait voir vraiment pour quelle raison. Parce que du coup, il n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt, surtout s'il gagne la ceinture de la catégorie supérieure. Mais si jamais le combat devait se faire, je pense que déjà, comme je l'ai dit, ça pourrait être un très beau combat. Makhachev, assez solide aussi. Donc la recherche du chaos. Je ne sais pas si ça se ferait sur un finish. Ils ont des compétences assez similaires, j'ai l'impression. Tu penses? Pour toi, c'est quoi les points forts d'Islam? À part sa grosse lutte, la percussion ici en anglaise? Bah non, moi je trouve que Islam Makhachev, il a jamais mis de KO en anglaise, donc je pense qu'il frappe pas si fort que ça, comparé à un Topuria qui a Qui a vraiment vraiment séché, qui a montré plusieurs reprises une que. foudre dans les points. Par contre, je dis pas que Islam Makhachev boxe mal, il a un très bon striking, mais c'est un striking pas létal en fait, surtout sur les points, parce qu'il a déjà mis KO avec des jambes. Mais je pense que c'est ça leur plus grosse différence. Après, Islam il est au-dessus en termes de lutte, je pense. Après, le truc, c'est que il y a Topuria, c'est la lutte gréco-romaine. C'est un Géorgien, tu vois, ils ont baigné dans ça. Et tu vois, la lutte géorgienne, c'est un peu l'anti-lutte des Dagestanais, tu vois. Donc, ouais, non, je sais pas, franchement. Ce serait un gros choc en tout cas. C'est quoi qui les différencie selon toi le plus? Après, il y a une différence physique aussi hein, qui est indéniable. Hein. Bah, forcément, il est plus large, Islam plus grand aussi. Donc, comme tu as dit, peut-être une meilleure caisse de manière globale. Après, c'est quelque chose qui se rattrape en soi. Enfin, pas la taille, mais la condition physique générale, ça se rattrape surtout quand tu montes d'une catégorie. Forcément, ça. Il cut à combien, Islam? Il cut beaucoup. Hein. Il cut beaucoup. Hein. En off, on dit que Islam, je sais pas si c'est vrai, il tourne à 90-92 kilos. Ok, ouais. Ok. Pour un lightweight, c'est assez énorme. C'est énorme. Mais moi, j'y crois pas trop, moi. Hein. Okay. Pour moi, c'est un peu beaucoup. Après, non, hors combat, vraiment loin des périodes, etc. Bon, après, il doit faire une vraie réadaptation alimentaire et un vrai cut. Après, ils font des gros cuttings, hein, les Dagestanais. Hein. Putain, c'est un truc de fou quand même. Et forcément, après, leur corps, il prend tarif et ils sont obligés, du coup, de limiter les dégâts en passant de catégorie. Même si là, je pense pas que ce soit vraiment c'est vraiment plus pour, comme tu as dit, la double ceinture. Mais forcément, plus on avance dans l'âge, plus on fait des cuttings un peu hardcore, moins le corps est en capacité. C'est vrai que tu as raison, c'est aussi pour cette raison, je pense que. Ça joue, hein, on le voit beaucoup hein, au fur et à mesure de la carrière qu'on monte. Comme Paddy, qui a pu monter tout au long de sa carrière, on parle de ça. C'est pour ça que pour moi, Paddy Pimblett, il va avoir du mal à perdurer. À perdurer parce que son hygiène de vie, elle n'est pas assez bonne pour rester au top niveau
dans un sport qui demande autant d'exigences. Ça va être très compliqué pour lui. C'est un très bon combattant, mais en termes d'hygiène de vie, bah, peut-être qu'il va réussir à changer et à se remettre dans le droit chemin. Mais je pense que c'est compliqué. Hein. Il est dans un cycle. Plus tu cuts, plus ensuite tu reprends du poids, plus tu stockes les graisses, plus c'est compliqué. Et en fait, c'est un cycle. Et au Un fur et à mesure, cycle, ton hein. corps est plus en capacité de tout perdre. Et même après le cutting, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et ton On l'a- cerveau, les on l'a- troubles alimentaires et tout, Exactement. on sait que Paddy Pimblett, après les combats, il s'envoie, il gère plus rien, tu vois. Exactement. Et on avait un combat où même il avait vraiment beaucoup cuté. Carrément, je sais plus si c'était ce combat-là où il a vomi dans la cage juste après le fight. Je l'ai même pas vu. Il faudrait que je te montre, que tu mettes une petite image en off. Mais en tout cas, ah non, carrément, c'est un autre combat où il a perdu son combat, à ce qui paraît, à cause d'un coaching un peu trop drastique. Donc après, il faut peser le pour et le contre. En fait, si c'est pour cutter, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut être quand même à 100% en forme le jour J. Après, ils ont quand même le temps de récupérer. Et pareil, c'est tout un art. Et aujourd'hui, c'est vraiment mis en place dans le système de combat. Mais ouais, si c'est pour arriver et être complètement KO le jour du combat, alors qu'on a fait une préparation de ouf, juste le cutting nous a séché, c'est pas vraiment l'objectif. Non, Donc c'est pareil, que ça pourrait être un bon sujet de vidéo aussi de réfléchir à quel moment le cutting dépasse la performance et à quel moment c'est utile de cutter. Et si même le cutting, c'est vraiment quelque chose qui devrait perdurer ou comment on pourrait le limiter en tout cas. Parce qu'on voit que niveau santé, ça abîme quand même pas mal d'athlètes et malheureusement, c'est assez dur à limiter dans la plupart des organisations. Même si on trouve aujourd'hui des solutions, notamment One, où ils font leurs tests d'hydratation, tout ça, on voit que ça peut être vite contré. Et c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et tu penses que toi, le coaching, c'est bien ou... Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante du combat. Je pense que aujourd'hui même, en amateur, on voit que c'est de plus en plus fait et que c'est pas forcément l'optimal parce que du coup, en amateur, les temps entre les pesées, souvent même on a la pesée le matin même, donc c'est pas forcément l'idéal et que c'est mal géré aussi parce que les combattants amateurs essaient de se professionnaliser, mais font souvent ça de manière autonome, donc pas forcément avec les connaissances requises. Et je pense que ça peut être un vrai danger pour ça. Et au niveau professionnel, je pense qu'aujourd'hui, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait partie vraiment ça fait partie du combat en soi. C'est aujourd'hui l'alimentation, comme quand tu prends en compte dans ta préparation physique l'alimentation et tout, c'est une branche du coup de l'alimentation qui arrive à la fin. Et si c'est mal géré, comme je l'ai dit précédemment, bah, toute la préparation faite avant, bah, elle ne sert plus à rien si on n'est pas en forme le jour J. Donc c'est vraiment un élément, je pense, déterminant, un facteur de stress également déterminant, parce que forcément on stresse son corps. Et des fois, du coup, si c'est mal géré, ça peut être contre-productif. Hmm. Ok, intéressant. C'est ça ta question initiale. Ouais, c'était ça. Ouais. Bon, on va finir sur le combat Oliveira-Topuria. Du coup, toi, tu vois 70% Ilia Topuria, 30% Charles Oliveira. Pour moi, ouais. Mais tu laisses quand même 30% à Oliveira. Pour moi, il a quand même une chance. Comme je le dis, je le vois peut-être ou potentiellement soumettre une erreur. Et tu sais qu'Oliveira, il frappe fort quand même aussi. Hein. On a tendance à négliger ça, mais il y a une patate de ouf. Ouais, hein. mais si tu devais comparer les deux, Ouais, non, il y a le un plus gros monde. puncher entre les deux, il y a Ouais. quand même un monde entre les deux. Ouais. Je pense. En tout cas, Hmm. moi, j'aime bien la manière même dont il boxe. Je trouve ça assez esthétique. Même quand on parlait des coups de coude tout à l'heure, moi, je suis assez sensible à la boxe taille, à tout ce qui est des frappes avec les coudes. Je trouve qu'il y a un beau jeu aussi à ce niveau-là. Que Topuria n'a pas forcément. J'ai rarement vu utiliser des coudes. Peut-être qu'on n'aime pas, on met debout très peu. Non, très peu, il n'utilise pas trop les coudes. Hein. Mais Il a ouais, déjà fait un frappe coup de coude retourné, je pense, mais c'est tout. frappe dure, pour ma part, ouais, je mets quand même soit Oliveira, du coup 30% de chance de gagner, mais avec du soumission, je ne le vois pas mettre KO Topuria. Ok, du coup, moi, mon pronostic sur ce combat, je ne vais pas faire le faux cul ou ma langue de bois, c'est Ilia Topuria, pour moi, en vrai, même plus que 70-30, je dirais 80-20. Je vois aucun monde où Oliveira il peut vraiment s'imposer. Il peut placer une soumission, etc. Mais en fait, le momentum et le moment, Au niveau de la carrière, tu parles. au niveau de la carrière, bah, l'autre il est sur la fin des fins. Et il dit qu'il est au top du top. Il est sur 3, 4, 5 KO d'affilée.
Contre des têtes en plus. On parle des de têtes, hein. Volkanovski, on parle de Holloway. Donc, Holloway qui vraiment, avait jamais super été classement, éteint. Jamais éteint. Éteint. KO round 2. KO round 2, non, c'est. Et sachant qu'il va arriver en lightweight et qu'il va frapper encore plus fort. Donc, non, non, franchement, les gars, Hein, il a dites-moi, vous, débridé. en commentaire, ce que vous en avez pensé. Et qui vous voyez gagner surtout. Et mettez-moi le pourcentage que vous voyez en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en tout cas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Et bon, on en fera plus à l'avenir. Hein, franchement, Exactement. dites-moi si vous avez aimé en commentaire. Et on continuera à en faire sur plein de sujets. Let's go. Ciao Yes. l'équipe.